Bernard Ravet, bonsoir. Vous Bonsoir. avez été collège dans les quartiers, principal de collège dans les quartiers nord, les quartiers difficiles de Marseille, et ce jusqu'en 2015. Et c'est un témoignage que vous nous livrez dans ce livre intitulé « Principal de collège ou imam de la République » qui vient de sortir aux éditions Quairo. Dans ce livre, vous nous racontez donc par le menu comment vous avez vu l'islam s'inviter dans les collèges publics, laïcs donc, de la République. Alors racontez-nous ce processus. Combien de temps ça a pris? Comment ça s'est passé? Alors, on a un long processus où, dans les années 2000, on avait très peu d'élèves croyants, où la religion était quelque chose qui était à l'extérieur de l'établissement. Et petit à petit, on voit une société qui évolue et on voit des élèves qui de plus en plus font référence à leurs croyances religieuses, jusqu'au point, j'allais dire, de l'opposer à certains moments par rapport à l'enseignement républicain. Et c'est, j'allais dire, depuis 1905, c'est une nouveauté qui arrive. Et on s'aperçoit que nous ne sommes pas préparés à vivre ça. Alors je crois qu'il faut être très clair, il y a une montée du fait religieux, et puis, parallèlement à ça, il y a une montée, au milieu de tout ça, de quelques cas qu'on pointe comme intégristes. Alors, avant, le fait religieux, tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien? Vous dites que c'est un combat permanent que de faire respecter la laïcité. Vous dites, moi qui étais laïcard dans mon enfance, etc., j'étais confronté à des problèmes auxquels je n'étais pas préparé. J'étais pas préparé dans ma formation d'instit au départ, parce que pour nous, c'était évident qu'on n'allait pas il y a un certain nombre d'années, nous resservir le religieux. Des exemples, les exemples précis, c'est par exemple des élèves qui disent, et des familles après, qui disent, en conseil d'administration, on souhaiterait qu'il y ait de la viande halal à la cantine. C'est des élèves qui réfutent les cours de SVT sur le darwinisme, en disant, mais comment vous nous expliquez qu'il y a une évolution, et nous, alors ça pourrait être pas forcément l'islam, qui disent qu'il y a un Dieu créateur. Vous disiez en 2000, il y avait quelques élèves qui faisaient le ramadan. En 2015 ? On est, sur certains collèges, à une grande majorité, j'allais dire 80-90%. Vous savez qu'on n'a pas le droit de faire ce type de certains collèges, statistiques. Est-ce que ce que vous racontez dans ce livre, c'est quelques collèges isolés, ou est-ce que ça se répand aussi? Alors, d'abord, c'est les collèges dans les zones où on a atteint une forme... Manuel Valls parlait de ghettoisation, et je crois que c'est le premier homme politique qui le pose au plus haut niveau de l'État sur la géographie. Et je pense qu'à un certain moment, il suffit de regarder certaines zones géographiques pour comprendre que cet exemple qui est marseillais peut être transposé dans d'autres villes de France. Ghettoisation, à tel point qu'un jour, il y a une mère juive qui revient d'Israël, qui veut inscrire son enfant en 6e dans votre collège. Que lui conseillez-vous? Je lui conseille ce que j'ai entendu dans un de vos confrères, Édouard Zambeau, fait un reportage. On est juste avant la Deuxième Guerre du Golfe. Il fait un reportage et les élèves disent, s'il y a des enfants juifs, il pose la question et les élèves lui disent, s'il y a des enfants juifs, ils se cachent. Et quand je vois cette maman avec ce jeune garçon qui ne parle quasiment pas un mot de français, que je vais mettre dans une classe d'enfants provenant de pays étrangers, quand on va lui demander d'où tu viens, et s'il dit « je viens d'Israël », j'allais dire, il est laminé. Et c'est dur pour quelqu'un qui croit en son système éducatif laïque de prendre son téléphone et d'appeler un collège privé, confessionnel, juif, pour prendre en charge l'élève. Donc il n'y a plus du tout de mixité maintenant. Il y a plus de mixité. Les enfants juifs dans les écoles juives et les musulmans entre eux, etc. Je pense qu'il n'y a pas de la mixité géographique. Plus le temps avance, plus on a ce phénomène de refermement de certains quartiers autour j'allais dire, d'une forme de communautarisme géographique que fait la ville, que produit la ville, et qui n'a pas de mixité. Je crois qu'on est dans un mythe sur la mixité. Communautarisme, oui, et pression. Vous racontez qu'il y a une jeune fille qui met le voile, elle dit, bah oui, comme ça, j'en avais assez de me faire embêter dans le quartier. Oui, voilà. Mais il y en a une autre qui dit, je mets le voile parce que je vais embêter mes parents. Oui, alors à l'inverse aussi. Mes parents étaient contre le voile. Et moi, alors comment vous l'expliquez que ça? Des parents étaient plutôt laïcs, et c'est les enfants qui revendiquent cette appartenance musulmane et ce fait religieux. Alors, je crois qu'il faut mettre la part de l'ado et puis la part de l'environnement. De l'ado rebelle qui veut s'affirmer. L'ado rebelle qui veut s'affirmer. Ouais. Alors ça, ce qui est terrifiant à la fin de votre livre,
c'est que vous dites, j'ai vu arriver, on sent que c'est la fin de votre carrière, l'islam radical s'inviter dans votre école. Alors racontez-nous, comment l'avez-vous vu et comment est-il entré dans ces collèges? Comment je l'ai vu? Tout simplement à partir du moment où des enseignants nous rapportent que des élèves disent je deviens un mécréant si je respecte la loi des hommes au lieu de respecter la loi de Dieu. Et quand un prof demande à un élève pourquoi, c'est dans le petit livre. Quel petit livre? Le petit livre qu'on m'a donné à la mosquée. La prof demande le petit livre. On s'aperçoit que ce petit livre est interdit en France. On y dit qu'il est normal que les femmes qui se comportent mal soient lapidées. Tout à fait. Ouais. Et comment cet élève, vous donnez son nom, Mustapha, qui est un bon élève, oui. Comment s'est-il retrouvé en possession de ce petit livre? Eh bien, tout simplement, à la mosquée ou à l'école coranique qu'il fréquente, et quand on lui demande quelle école coranique ou quelle mosquée, il répond celle du surveillant. Et il nous donne le prénom d'un surveillant. Et pour moi, je tombe du 8e étage. C'est mon meilleur surveillant. C'est le plus, j'allais dire, le plus compétent, celui qui s'occupe le mieux des élèves. Et il faisait du prosélytisme à l'intérieur de l'école? Alors, je ne peux pas dire qu'il faisait du prosélytisme à l'intérieur de l'école. Mais néanmoins, dans l'idée de ce jeune élève, il était identifié comme étant à la fois celui qui apportait la bonne parole dans un lieu de culte et celui qui était le représentant de l'autorité à l'intérieur de l'établissement, puisque c'est quand même les surveillants qui font que le règlement intérieur est appliqué au quotidien. Ce surveillant, il était surveillé Alors, on découvre dans l'histoire, c'est presque un roman, parce que moi j'essaye de savoir, et puis je découvre que les renseignements généraux, il est dans les radars des renseignements généraux. Et ça n'a pas empêché l'Éducation nationale de le recruter en tant que surveillant. Le problème, c'est de savoir, est-ce qu'il s'est radicalisé avant, pendant? L'école est le lieu de l'émancipation pour les enfants. Est-ce qu'on peut encore s'émanciper dans ces écoles? Quel est le destin? Est-ce qu'il y a des bons élèves qui peuvent encore en émerger? Il y a des bons élèves qui peuvent encore en émerger. Lesquels? Quel est le profil? Alors, pour terminer sur une note d'espoir. La note d'espoir, c'est l'école. Dans chaque enfant, il y a une pépite, et c'est à nous, Éducation nationale, de la polir. Je disais souvent ça à mes profs. Et puis, je dirais que par rapport à un des sujets du livre aussi, qui est l'égalité garçon-fille, on s'aperçoit que beaucoup de filles font de leur réussite scolaire une façon de lutter contre ce qu'elles peuvent vivre en interne, dans l'environnement familial ou dans l'environnement du quartier. Parce que vous racontez les filles, le statut des filles qui sont sous le contrôle de leurs petits frères, ce n'est pas les grands frères. Et oui. Et les enseignantes aussi, on n'en a pas parlé. Les enseignantes qui se retrouvent quand même à se retrouver, pour certaines, contestées, parce que tout simplement, elles demandent de marquer leur autorité en cours, et on leur fait gentiment comprendre, je pense à des ados de 3e, on leur fait gentiment comprendre qu'elles ne doivent pas avoir la parole, ce sont des femmes. Pour marquer cette réussite, vous dites qu'il faut qu'on ait des modèles d'excellence. Vous vous réjouissez à cet égard, c'est juste un mot, du rétablissement des classes bilingues qui avaient été supprimées par Najat Vallaud-Belkacem. Parce que je pense que il faut, dans ces collèges, plus un collège est difficile, plus il faut que les bons élèves puissent trouver des moyens de rester dans ce collège. Parce que vous savez, dans les quartiers difficiles, les élèves qui réussissent, c'est souvent les élèves pour lesquels les familles misent sur l'éducation. Et elles n'hésitent pas, si le collège a une image dévalorisée, de les mettre dans le privé. Donc tout l'intérêt d'avoir à un moment des moyens pour capter nos bons élèves, les garder et les faire réussir. Voilà. Bernard Ravet, principal de collège ou imam de la République, c'est aux éditions Kéro. Merci beaucoup d'être venu nous livrer ce témoignage. Pendant 15 ans, vous avez été principal de collège. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. La Corée du Nord a testé avec succès une bombe H. Washington n'exclut pas une réponse militaire. Comment en est-on arrivé là? Quel est le risque d'escalade? C'est tout de suite. C'est dans l'air. Caroline Roux.